Je m'appelle Brianna, j'ai 23 ans. Pendant 23 ans, j'ai vécu comme une servante dans ma propre maison. Je me réveillais à 5 heures, chaque matin, pour frotter les sols, préparer les repas et laver les vêtements, pendant que mon frère, Brandon, dormait jusqu'à midi dans son lit king size. Mes parents m'ont répété une chose, que j'ai cru pendant plus de 2 décennies, certains enfants sont nés pour être servis, d'autres sont nés pour servir. Tu es de la deuxième catégorie. Je n'ai jamais remis cela en question. Pas avant que le père de la mariée, un homme que je n'avais jamais rencontré, ne regarde mon visage lors de la photo de famille, et ne se mette à trembler. Il m'a pris à part, puis m'a posé une question qui a brisé tout ce que je pensais savoir, sais-tu qui est ta vraie mère? Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez un instant pour cliquer sur j'aime et vous abonner, mais seulement si vous voulez sincèrement entendre la suite. Et si vous regardez, laissez un commentaire pour me dire d'où vous venez, et quelle heure il est chez vous. Maintenant, laissez-moi vous ramener au matin du mariage de Brandon, le jour où j'ai cru que ma vie allait atteindre son point le plus bas. Nous vivions dans une maison coloniale à 2 étages, dans le comté de Fairfield, au Connecticut. C'était le genre de quartier où chaque pelouse était parfaitement entretenue, et où chaque famille conduisait des voitures européennes. Nos voisins étaient des chirurgiens, des avocats, ou des associés dans des fonds spéculatifs. De l'extérieur, le foyer des Patterson ressemblait au rêve américain. De l'intérieur, c'était mon cauchemar. Ma chambre n'était pas une chambre, c'était le sous-sol. Un sol en béton, aucune fenêtre, et un matelas mince qui sentait le moisi. La chaudière bourdonnait à 1 mètre de ma tête. En hiver, c'était ma seule source de chaleur. En été, l'air y était étouffant. Chaque matin à 5 heures, mon réveil sonnait. À 5h15, j'étais en haut, dans la cuisine, pour récurer les comptoirs en granit, préchauffer la cuisinière Viking, et sortir les œufs et le bacon du réfrigérateur Sub-Zero. L'îlot central de la cuisine est en marbre italien, du Calacata, se vantait souvent Donna auprès de son club de lecture. Je connaissais chaque veine de cette pierre, car je la polissais quotidiennement. Gérald descendait vers 7 heures, son Wall Street Journal sous le bras, sa montre TAGE et brillant à son poignet. Il s'installait dans son fauteuil en cuir, dans le coin petit déjeuner, sans jamais me jeter un seul regard. « C'est prêt ?» demandait-il, sans lever les yeux des gros titres. « Oui, monsieur Patterson. Le café est léger aujourd'hui. Fais-le plus fort demain. » C'était là toute la teneur de nos conversations. 23 ans de monosyllabes et d'ordre. Je posais son assiette sur la table, la belle vaisselle, du Wedgwood avec un liseré en argent, puis je me retirais dans la cuisine. Ma place n'était jamais à cette table. Ma place était à côté de l'évier, à manger les restes une fois que la famille avait terminé. Mais ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas le sous-sol froid ou les corvées sans fin. C'était la façon dont il parlait de moi. La chambre de Brandon était au 2e étage, une unité de coin avec des fenêtres en saillie donnant sur le jardin. Il avait un Samsung de 65 pouces fixé au mur, une PlayStation 5, et un dressing plus grand que tout mon sous-sol. Il fréquentait la Saint Thomas Academy, à $45 000 l'année, faisait partie de l'équipe de lacrosse, et suivait un programme de préparation à l'université. Elle reste à la maison, elle suit l'école à domicile, disait Gérald au voisin quand on lui posait la question. La vérité était plus simple, personne ne m'apprenait rien. J'ai appris à lire dans de vieux magazines que Donna jetait. J'ai appris les mathématiques en comptant la monnaie à l'épicerie. Quand Brandon a eu 18 ans, Gérald lui a donné les clés d'une BMW série 3 blanche. Moi, je n'avais pas de permis de conduire. Je n'avais même pas la moindre pièce d'identité. Tes documents ont été perdus dans un incendie, m'a dit Donna une fois, alors que j'avais 12 ans et que je demandais pourquoi je ne pouvais pas m'inscrire au collège local. C'est trop compliqué de les remplacer. Tu es mieux ici, avec nous. Je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas fait? C'était ma mère. Brandon avait une carte American Express Platinum, liée au compte de Gérald. Sans limite de plafond. Il achetait des baskets qui coûtaient plus cher que tout l'argent que j'avais touché dans ma vie entière. Je possédais 3 robes, toutes des vêtements usagés de Donna, retouchés pour s'adapter à ma taille plus fine. Au dîner, la famille s'asseyait ensemble. Brandon parlait de ses cours, de ses amis, de ses projets pour le week-end. Gérald hochait la tête en signe d'approbation. Donna souriait et remplissait son verre. Moi,
je me tenais dans l'encadrement de la porte de la cuisine, en attendant de débarrasser les assiettes. Une fois, quand j'avais 14 ans, j'ai demandé à Donna pourquoi je ne pouvais pas m'asseoir avec eux. Elle a ri, comme si j'avais raconté une blague. Brianna, ma chérie, la table n'a que 3 places. Elle en avait 6. Je les avais comptées. Ce soir-là, j'ai réalisé quelque chose que je ne m'étais jamais avoué, je ne faisais pas partie de cette famille. Je ne l'avais jamais été. Gérald les appelait les règles de la famille. Il les avait écrites sur une fiche cartonnée quand j'avais 5 ans, et l'avait scotchée à l'intérieur de la porte de mon sous-sol, la seule décoration que j'étais autorisé à avoir. Règle numéro 1, tu ne t'assieds pas à la table familiale. Règle numéro 2, tu ne nous appelles pas maman ou papa. Tu nous adresseras la parole en disant Monsieur Patterson et Madame Patterson. Règle numéro 3, tu ne quittes pas la maison sans permission. Règle numéro 4, tu ne parles pas aux inconnus. Les conséquences pour la violation de ces règles se trouvaient dans le garde-manger de la cuisine, une fine canne de rotin, du genre de celle qu'on utilise pour les meubles, cachée derrière les boîtes de céréales. Gérald n'a eu à l'utiliser que 2 fois avant que je ne comprenne. La première fois, j'avais 7 ans, j'avais appelé Donna maman devant sa sœur. Les marques sur mes peaux m'ont duré 2 semaines. La deuxième fois, j'avais 16 ans. J'avais économisé la monnaie des courses pendant des mois, 17,32 $, et j'avais marché jusqu'à la gare routière à 5 km de là. J'allais partir. J'allais trouver quelqu'un qui puisse m'aider. La police m'a ramené en moins de 2 heures. Elle n'a aucune pièce d'identité, ont-ils dit à Gérald à la porte. Aucune identification d'aucune sorte. Est-elle à vous? Gérald a souri, de ce sourire chaleureux et inquiet d'un père aimant. C'est notre fille. Une fille difficile, avec des problèmes de santé mentale. Merci beaucoup de l'avoir ramenée à la maison, messieurs les agents. Ils sont partis. Gérald a verrouillé la porte. J'ai passé 3 jours dans le sous-sol sans nourriture. Quand il m'a enfin laissé sortir, il s'est penché vers moi et a chuchoté, sans papier, tu n'existes pas. Et si tu n'existes pas, personne ne te croira jamais. Personne ne t'aidera jamais. Tu comprends? J'ai compris. Pendant cette année supplémentaire, je n'ai plus jamais essayé de partir. Brandon n'était pas cruel de la même manière que Gérald l'était. Il ne me frappait pas. Il ne m'enfermait pas au sous-sol et ne me privait pas de nourriture pendant des jours. Il ne me voyait tout simplement pas. Pour Brandon, j'étais un meuble, fonctionnel, oubliable, présent quand on en avait besoin. Brianna, café. Brianna, ma chambre est en désordre. Brianna, j'ai besoin que la voiture soit lavée avant mon rendez-vous. Quand ses amis venaient, il me présentait d'un geste de la main. C'est notre gouvernante. Pas une sœur, pas un membre de la famille. Une gouvernante. Personne ne se posait de questions. Je ne ressemblais en rien aux Patterson. Ils avaient tous les yeux bruns et les cheveux sable. Mes yeux étaient verts, presque émeraude sous une certaine lumière, et mes cheveux étaient d'un châtain foncé. J'avais posé la question une fois, il y a des années, Donna m'avait giflé et m'avait dit d'arrêter de poser des questions stupides. À 26 ans, Brandon était beau, confiant, et travaillait dans l'une des plus grandes agences immobilières du Connecticut. Il n'avait pas obtenu ce poste par lui-même, c'était le père de sa fiancée qui l'avait arrangé. Victoria Whitmore, blonde, distinguée, fille de Richard Whitmore, le PDG de Whitmore Property, une fortune estimée à 47 millions de $. Brandon l'avait demandé en mariage 3 mois plus tôt, au restaurant Perse à Manhattan, avec une bague en diamant de 2 carats qu'il avait débitée sur la carte de Gérald. Les Patterson étaient aux anges. Ce mariage n'était pas qu'une histoire d'amour, c'était une échelle sociale. J'ai surpris Gérald en train de parler à Donna le soir des fiançailles. C'est le moment. C'est comme ça que nous allons entrer dans leur cercle. Richard Whitmore pourrait tout changer pour nous. Ils ne savaient pas que Richard Whitmore allait tout changer, en effet, mais pas de la manière qu'ils espéraient. La femme que Brandon épousait allait devenir l'instrument de la destruction de la vie que les Patterson avaient bâtie. Pas à cause d'elle, mais à cause de son père. J'avais 15 ans quand j'ai enfin posé la question que je gardais en moi depuis des années. Donna était dans le salon, en train de feuilleter un catalogue Pottery Barn, et marquait les pages avec des post-it TS. Je venais de finir de laver les sols, et mes mains étaient brûlées par l'eau de Javel.
Madame Patterson? Elle n'a pas levé les yeux. Quoi? Pourquoi suis-je différente de Brandon? Le catalogue s'est abaissé. Ses yeux, froids, plats, de la couleur de l'eau de vaisselle, ont croisé les miens. Différente? En quoi? Pourquoi a-t-il le droit d'aller à l'école? Pourquoi s'assied-il à la table? Pourquoi dois-je? Parce que, m'a-t-elle coupé, sa voix tranchante comme du verre brisé. Certains enfants sont nés pour être aimés. Certains enfants sont nés pour aider les autres. Tu es de la deuxième catégorie, Brianna. C'est ton but. C'est ton destin. Elle est retournée à son catalogue. La conversation était terminée. Je suis retourné au sous-sol ce soir-là, et j'ai fixé mon reflet dans le petit miroir fissuré au-dessus de l'évier utilitaire, le seul miroir auquel j'avais droit. Mes yeux ne ressemblaient en rien aux leurs. Mon visage ne ressemblait en rien aux leurs. Mais je n'ai plus posé de questions. Donna avait raison, me suis-je dit. Certaines personnes sont nées pour servir. J'étais l'une d'entre elles. Lutter ne ferait qu'apporter plus de douleur. Pendant 8 ans encore, j'ai cru à cela. Je me réveillais à 5 heures. Je récurais, je cuisinais et je nettoyais. Et je me disais que c'était ma vie, que c'était ce que je méritais. Puis vint le mariage de Brandon, et l'homme qui a regardé mon visage, pour y voir quelqu'un d'autre entièrement. Je ne le savais pas encore, mais en 24 heures, chaque mensonge qu'on m'avait raconté allait commencer à s'effondrer. L'annonce du mariage est arrivée 6 mois avant la cérémonie. Brandon et Victoria allaient se marier au Ritz-Carlton de White Plain, 200 invités, un orchestre en direct, et un gâteau à 5 étages provenant d'une boulangerie de Manhattan. Coût total, $200 000, généreusement couvert par Richard Whitmore. Gérald flottait littéralement dans la maison pendant des semaines. C'est le plus grand jour de nos vies, ne cessait-il de répéter. Les Whitmore représentent la vieille fortune, l'aristocratie du Connecticut. Nous devons faire une forte impression. Donna s'est jetée corps et âme dans la planification. Elle se coordonnait avec la mère de Victoria pour les fleurs, le traiteur, et le dîner de répétition. Elle s'est acheté une nouvelle robe, une Oscar de la Renta, de couleur champagne, à $4000. J'avais supposé que je serais demoiselle d'honneur. J'avais passé 6 mois à aider aux préparatifs, écrire les adresses sur les invitations, organiser les réponses, aller chercher le nettoyage à sec. J'avais même pratiqué la marche avec des talons hauts, en m'imaginant dans une robe lavande, debout à côté de l'autel. Puis, 3 semaines avant le mariage, Donna m'a fait asseoir dans la cuisine. « Nous devons discuter de ton rôle », a-t-elle dit. Mon cœur a bondi. Est-ce que je vais marcher avec les demoiselles d'honneur? Elle a ri, mais sans aucune gentillesse. Non, Brianna. Tu aideras pour le service, tu distribueras le champagne, et tu t'assureras que les invités ne manquent de rien. Les mots m'ont frappé comme une douche d'eau glacée. Vous voulez que je travaille au mariage? Ce n'est pas travailler, c'est aider. Son sourire était mince et calculé. Tu sais comment tu es, ma chérie. Maladroite, gauche. Si tu te tenais là, devant les Whitmore, ils se demanderaient ce qui ne va pas chez toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Embarrasser Brandon le jour de son mariage? J'ai secoué la tête lentement, sentant cette torpeur familière m'envahir. Plus tard dans la soirée, les invitations de mariage sont arrivées de l'imprimeur. Lettres dorées en relief, papier de coton de 600 grammes. J'ai cherché dans chaque carton. Mon nom n'était pas sur la liste de la famille. Il n'apparaissait nulle part. Le dîner de répétition s'est tenu au Greenwich Country Club. Nappe blanche, verre en cristal, et un champagne qui coûtait plus cher la bouteille que tout l'argent que j'avais vu en un an. Les Whitmore avaient réservé toute la terrasse qui surplombait le terrain de golf. Je portais une robe noire toute simple, et un tablier blanc. Donna avait choisi la tenue elle-même. « Tu as l'air professionnel », avait-elle dit, en ajustant mon col. « Souviens-toi, souris. Ne parle que si l'on t'adresse la parole, et reste invisible. » Je transportais un plateau d'argent rempli de flûtes de champagne à travers la foule. Les cousins des Whitmore, des partenaires d'affaires, de vieilles familles fortunées dont je reconnaissais les noms dans les pages mondaines que Donna laissait traîner. Personne ne me regardait. Je faisais partie du décor, jusqu'à ce que Victoria ne me remarque. Elle s'est approchée de moi près du bar, ses cheveux blonds relevés en un chignon élégant,
sa bague de fiançailles captant la lumière du soleil couchant. Tu es la sœur de Brandon, c'est ça? Brianna. J'ai presque lâché mon plateau. Oui, madame. Pourquoi n'es-tu pas assise avec la famille? Avant que je ne puisse répondre, Donna s'est matérialisée à mon coude, avec son rire au éclair. Brianna préfère aider. Elle est timide, l'a toujours été, elle est plus heureuse en retrait. Elle m'a tapoté le bras avec l'affection d'une femme posant pour les caméras. Victoria a froncé les sourcils, mais elle a hoché la tête poliment, puis s'est éloignée vers son fiancé. J'ai repris mes allées et venues. C'est alors que je l'ai remarqué, Richard Whitmore, le père de Victoria, se tenait seul près de la balustrade, un verre de scotch à la main, en train de m'observer. Il ne me jetait pas un simple coup d'œil, non, il m'étudiait. Son visage était devenu pâle, sa mâchoire était crispée. Il s'est approché lentement. « Excusez-moi, quel est votre prénom? » « Brianna, monsieur. »« Brianna. » a-t-il répété, comme s'il testait le son de ce nom. « Savez-vous? Sauriez-vous par hasard qui est votre mère biologique? » La question n'avait aucun sens. « Je vous demande pardon? » Il m'a fixé pendant un long moment, puis s'est excusé brusquement pour se diriger vers le parking, son téléphone déjà collé à l'oreille. Donna l'a regardé partir, son sourire figé, les articulations de ses doigts blanchissant autour de son verre de champagne. La nuit précédant le mariage, j'étais assise seule dans mon sous-sol. En haut, j'entendais les éclats de rire, Donna trinquant avec ses sœurs, les amis d'université de Brandon faisant s'entrechoquer les bouteilles dans le salon, la maison semblait vibrer. Ici, il n'y avait que le bourdonnement de la chaudière, et le goutte-à-goutte d'un tuyau qui fuyait. Je tenais l'uniforme noir que je porterais demain, en lissant les plis avec mes mains, car je n'avais pas le droit d'utiliser le fer à repasser après 21 heures. À côté de moi, le tablier blanc était posé, empesé et impeccable. Sur mes genoux se trouvait une photographie, la seule que j'avais de moi avec la famille. J'avais 5 ans sur cette photo, debout au bord du cadre, tandis que Gérald, Donna et le petit Brandon posaient ensemble près de l'arbre de Noël. Eux se touchaient. Moi, j'étais seul. En 23 ans passés dans cette maison, je n'avais pas une seule photo où je me tenais aux côtés de mes parents. Pas une seule. Pourquoi? La question m'avait chuchoté à l'oreille toute ma vie, mais je l'avais toujours refoulée. Poser la question menait à la douleur. La curiosité menait à la punition. Mais ce soir, dans l'obscurité, la question refusait de rester enterrée. Pourquoi ne leur ressemblais-je pas? Pourquoi me traitait-il comme une étrangère? Pourquoi m'avait-il gardé caché pendant si longtemps? J'ai repensé au visage de Richard Whitmore au dîner de répétition, à la façon dont il était devenu blême. Au tremblement dans sa voix quand il m'avait posé des questions sur ma mère. Il m'avait regardé comme s'il me connaissait, comme s'il m'avait cherché. Mais c'était ridicule. Personne ne m'avait jamais cherché. Personne ne m'avait jamais voulu. Demain, je servirai du champagne au mariage de mon frère, pendant que ma famille prétendrait que je n'existais pas. Puis, la vie reprendrait son cours, exactement comme elle l'avait toujours fait. Du moins, c'est ce que je croyais. Je n'avais aucune idée de ce qui se préparait. Je me suis réveillé à 4 heures du matin, le jour du mariage de Brandon. La maison était silencieuse. Je me suis glissé en haut pour commencer le petit déjeuner, des œufs bénédicts, du jus d'orange fraîchement pressé, le festin que Gérald attendait avant tout événement majeur. À 6 heures, la salle à manger était prête avec la belle vaisselle. Puis, je me suis rendu dans la chambre d'amis où la robe de mariée de Victoria était suspendue dans sa housse. Une Vera Wang, 12 000 $, un corsage brodé à la main avec une traîne cathédrale. Donna avait insisté pour la garder chez nous, en prétendant que nos placards avaient un meilleur contrôle de l'humidité que le domaine des Whitmore. La vraie raison, je m'en doutais, était de pouvoir la montrer à ses amis. J'ai passé le tissu à la vapeur avec précaution, terrifié à l'idée de laisser le moindre pli. Mes mains tremblaient. Si j'endommageais cette robe, je n'osais imaginer ce que Gérald me ferait. Des pas derrière moi. Donna est apparue dans l'encadrement de la porte, enveloppée dans un peignoir en soie bleu lapis, les cheveux dans des bigoudis. « Ne touche pas aux broderies », a-t-elle dit. « C'est du cristal importé, ça vaut plus cher que toi. »« Oui, Madame Patterson. » Elle m'a regardé travailler, les bras croisés. « Quand nous arriverons à l'hôtel,
tu entreras par l'entrée de service. Ne laisse personne te voir entrer. Oui, Madame Patterson. Et ne nous fais pas honte. Sa voix est devenue coupante et froide. C'est le jour le plus important de la vie de Brandon. Si tu fais quoi que ce soit, n'importe quoi, pour le gâcher, je te promets que tu le regretteras. La voix de Gérald a tonné depuis le bas de l'escalier. Brianna. Où est mon café? Donna a eu un petit sourire narquois, puis est partie. Je suis resté là, à tenir l'appareil à vapeur, à fixer cette robe de mariée que je n'avais pas le droit de toucher, et cette vie que je n'avais pas le droit de vivre. Quelque chose a basculé en moi. Quelque chose de petit, mais d'irréversible. Ce serait la dernière fois. Je ne savais pas comment, je ne savais pas quand. Mais j'en avais fini. Assez. La grande salle de bal du Ritz-Carlton ressemblait à un conte de fées. Des lustres en cristal pendaient de plafonds de 10 mètres de haut. Des roses blanches cascadaient de partout, sur l'autel, sur les centres de table, sur les arches majestueuses. 200 chaises dorées faisaient face à une estrade où Brandon allait bientôt se tenir, pour promettre l'éternité à une femme dont la fortune familiale pourrait racheter tout notre quartier. Je suis entré par le quai de déchargement. Le responsable du traiteur m'a tendu un plateau d'argent et a pointé la salle de bal. Service du champagne. Continuez de bouger. Continuez de sourire. N'engagez aucune conversation. J'ai hoché la tête, puis j'ai pris ma position. Les invités arrivaient en nombre. Des femmes en robe de créateur, des hommes dans des costumes sur mesure, des diamants scintillant sous les lustres. Je me faufilais entre eux, en offrant des coupes de veuve Clicquot. Mes yeux restaient fixés sur le sol. Une femme en Chanel m'a arrêté. « Excusez-moi, travaillez-vous pour l'hôtel ?» ?»« Oui, madame. » Le mensonge est venu facilement. Gérald est passé à côté de moi sans un regard. Donna s'est arrêtée juste assez longtemps pour chuchoter, « Ta posture est horrible. Tiens-toi droite. » Puis Brandon est apparu avec ses témoins, en riant, tout en ajustant ses boutons de manchette Tom Ford. Il m'a vu et m'a fait signe d'approcher. « Brianna, assure-toi qu'il y ait des crevettes en plus à ma table. Tu sais comment est papa. » Bien sûr. Il s'est retourné vers ses amis. L'un d'eux, un ancien coéquipier de la crosse, m'a regardé en plissant les yeux. « C'est qui, elle ?»« La gouvernante, » a répondu Brandon. « Elle travaille pour nous depuis toujours. » Les mots m'ont transpercé. Gouvernante. Pas une sœur, pas un membre de la famille. Mais je n'ai pas réagi. J'avais appris il y a longtemps que les réactions menaient aux punitions. J'ai repris mon service, offrant du champagne à des gens qui me regardaient comme si j'étais invisible, comme si j'étais faite de verre. C'est alors que je l'ai senti, quelqu'un m'observait. Je me suis retourné. De l'autre côté de la salle de bal, Richard Whitmore se tenait seul, son champagne intact, ses yeux verrouillés sur mon visage. Il ne se contentait plus de regarder, cette fois, il m'examinait. La cérémonie a commencé à 16 heures. Un quatuor à cordes jouait le canon de Pachelbel alors que Victoria flottait dans l'allée centrale dans sa robe Vera Wang, sa traîne s'étirant sur 5 mètres derrière elle. Brandon l'attendait à l'autel, rayonnant, les mains jointes devant lui. Gérald et Donna étaient assis au premier rang, en train de s'essuyer les yeux avec des mouchoirs monogrammés. Je me tenais au fond de la salle de bal, mon plateau à la main, observant ma famille à 15 mètres de distance. L'officiant parlait d'amour, d'engagement, et du lien sacré du mariage. La voix de Brandon s'est brisée au moment de prononcer ses vœux. Les yeux de Victoria brillaient alors qu'elle glissait l'alliance de chez Tiffany à son doigt. Ils se sont embrassés. La salle a éclaté en applaudissements, et moi, je restais là, invisible, à tenir du champagne que je n'avais pas le droit de boire. Pendant un instant, je me suis permis d'imaginer une vie différente. Une vie où je serais assise à ce premier rang, aux côtés de Donna. Une vie où je porterais une robe lavande, et où je tiendrais un bouquet de roses. Une vie où Brandon me présenterait à sa femme en disant « ma sœur Brianna » au lieu de « notre gouvernante ». Mais cette vie n'existait pas. Peut-être n'avait-elle jamais existé. La foule s'est levée pour le cortège de sortie. Brandon et Victoria ont remonté l'allée, bras dessus bras dessous, sous une pluie de pétales de roses. Au moment de passer devant moi, Donna a croisé mon regard. Son expression n'était pas chaleureuse, elle n'était pas fière.
C'était un avertissement, n'oublie pas ta place. J'ai baissé les yeux. Quelque part dans la foule, j'ai senti à nouveau cette présence qui m'observait. Richard Whitmore, debout vers l'arrière, n'avait pas applaudi une seule fois. Il ne m'avait pas quitté des yeux pendant toute la cérémonie. Je ne comprenais pas pourquoi, mais une sensation étrange a rampé dans ma poitrine. Quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. De l'espoir. Et je ne savais pas quoi en faire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je pense que vous comprenez pourquoi je raconte cette histoire. Vous savez peut-être ce que cela fait d'être au sein de sa propre famille et d'être traité comme un étranger. De servir des gens qui refusent de reconnaître votre existence. Laissez-moi vous poser une question, avez-vous déjà dû servir quelqu'un qui refusait même d'admettre que vous faisiez partie de sa famille? Si c'est le cas, je veux vous entendre. Laissez un commentaire, dites-moi que je ne suis pas seul. Et si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, aimez et abonnez-vous, car ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur moi-même. Je reviens tout de suite. La réception a commencé par des toasts au champagne, et un orchestre de jazz de 12 musiciens. Je m'occupais de la table de la famille Whitmore, remplissant les verres d'eau et débarrassant les assiettes d'amuse-bouche. La mère de Victoria m'a souri poliment. Ses tantes et oncles bavardaient entre eux au sujet de leur maison de vacances dans les Hamptons. Richard Whitmore était assis en bout de table, touchant à peine à sa nourriture. Chaque fois que je m'approchais, je sentais son regard. Ce n'était pas inconfortable, pas vraiment, ce n'était ni prédateur, ni froid. C'était autre chose, quelque chose que je n'arrivais pas à nommer. Au moment où j'ai tendu le bras pour débarrasser son assiette de salade, sa main a jailli, et a saisi mon poignet, doucement mais fermement. « Je vous demande pardon », a-t-il dit, la voix basse. « J'ai besoin de vous poser une question. »« Bien sûr, monsieur. »« Votre prénom est Brianna. »« Oui. »« Brianna Patterson ?»« Oui, monsieur. » Il a relâché mon poignet. Sa main tremblait. « Savez-vous qui est votre mère? Votre vraie mère? » Encore la question, la même qu'au dîner de répétition. « Je vis avec monsieur et madame Patterson », ai-je répondu prudemment. « Ils m'ont élevé depuis que je suis bébé. » Le visage de Richard a changé. Quelque chose s'est brisé dans son regard, de la douleur, ou peut-être de la reconnaissance. « Excusez-moi », a-t-il murmuré, avant de se lever brusquement de table. Je l'ai regardé marcher vers les portes de la terrasse, en sortant son téléphone. À travers la vitre, je pouvais le voir faire les 100 pas, parlant avec intensité à quelqu'un au bout du fil. Victoria l'a remarqué. « Est-ce que mon père va bien ?» Je ne savais pas quoi répondre. À la table familiale, Donna observait la scène. Sa coupe de champagne est restée suspendue à mi-chemin de ses lèvres. Elle s'est penchée vers Gérald, puis lui a chuchoté quelque chose. Il s'est retourné, m'a cherché du regard, et son expression s'est durcie en quelque chose que je reconnaissais, de la peur. Je n'avais jamais vu Gérald Patterson avoir peur de quoi que ce soit. Jusqu'à maintenant. Le photographe a frappé dans ses mains, et a appelé pour les portraits de famille. Les familles de la mariée et du marié, s'il vous plaît, rassemblez-vous près de l'arche florale. Les Whitmore se sont rassemblés les premiers, Richard, sa femme Eleanor, le frère de Victoria et sa femme, un groupe de parents élégants dans des tons pastels coordonnés. Puis vinrent les Patterson, Gérald a ajusté sa cravate, Donna a lissé son Oscar de la Renta, et Brandon a passé un bras autour de la taille de Victoria. Je suis resté en retrait, mon plateau à la main. Le photographe a balayé le groupe du regard, puis m'a montré du doigt. Et elle? Fait-elle partie de la famille? Silence. Le sourire de Gérald s'est crispé. Donna a regardé le sol. Brandon n'a rien dit. Puis, la voix de Richard Whitmore a brisé ce silence pesant. Oui, elle fait partie de la famille. Brianna, s'il te plaît, viens te placer à côté de moi. Je suis resté figé. Monsieur? Tu m'as entendu. Sa voix était calme mais ferme. Viens ici. J'ai posé mon plateau. Mes jambes semblaient appartenir à quelqu'un d'autre alors que je marchais vers le groupe. Le visage de Gérald est devenu rouge pivoine. Il ne pouvait pas protester, pas devant Richard Whitmore, pas devant l'homme qui payait tout ce mariage, mais je voyais sa mâchoire se contracter, sa fureur était à peine contenue.
Richard a posé sa main sur mon épaule, sa paume était chaude, rassurante. Juste ici, a-t-il dit doucement. C'est ta place. Le photographe a ajusté son objectif. Tout le monde est prêt? Un grand sourire. Le flash a crépité. Richard m'a gardé près de lui pendant que le photographe lui montrait l'aperçu sur l'écran de l'appareil. J'ai observé son visage alors qu'il zoomait sur l'image, spécifiquement sur moi. Ses yeux sont devenus humides. Ses yeux, a-t-il murmuré, presque pour lui-même. Ce menton. Mon Dieu. Il a ressorti son téléphone, puis s'est éloigné en composant un numéro. Je n'ai entendu que des fragments. C'est elle, j'en suis certain. Récupérer le dossier, l'affaire non résolue du FBI de 2003, et préparer un kit ADN pour ce soir. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il venait de dire? Dès que le photographe s'est éloigné, la main de Gérald s'est refermée sur mon bras. Dehors. Tout de suite. Il m'a entraîné à travers un couloir de service, dépassant la cuisine, pour entrer dans un passage étroit où des caisses de champagne étaient empilées contre le mur. Le bruit de la réception s'est estompé pour devenir un lointain bourdonnement. « Qu'est-ce que tu lui as dit ?» a demandé Gérald, son visage à quelques centimètres du mien, son haleine chaude sentant le whisky. « Rien. Je vous le jure, je n'ai rien dit. Ne me mens pas. » Sa poigne s'est resserrée au point de me faire gémir. « Pourquoi Whitmore posait-il des questions sur ta mère ? » Je n'en sais rien. Il m'a juste demandé ça et j'ai dit que je vivais avec vous. Gérald m'a bousculé contre le mur. Les caisses ont tremblé. Écoute-moi bien. Sa voix est descendue d'un ton, jusqu'à devenir un sifflement. Si tu racontes quoi que ce soit, n'importe quoi, à qui que ce soit au sujet de notre famille, je te jette à la rue. Pas d'argent, pas de vêtements, rien. Tu seras sans abri en une semaine. Tu as compris? Donna est apparue au bout du couloir, ses talons claquant sur le béton. Qu'est-ce qui se passe? Whitmore n'arrête pas de poser des questions sur elle. Gérald a jeté un coup d'œil dans ma direction. Quelque chose ne va pas. Les yeux de Donna se sont plissés. Elle s'est approchée lentement, sa robe couleur champagne frôlant le sol. Brianna. Sa voix était de glace. Après la réception, tu restes pour nettoyer. Tu ne parles à personne. Et peu importe ce que Monsieur Whitmore veut discuter, tu ne lui dis rien. Nous sommes ta famille. Nous t'avons sauvé. Sans nous, tu serais morte dans le caniveau quelque part. Elle a souri, de ce sourire public et étudié. Maintenant, retourne au travail, et si tu nous embarrasses encore, je te promets que tu le regretteras. Ils m'ont laissé là, tremblante, seule au milieu des caisses de champagne. Les mots de Gérald résonnaient dans ma tête, sans papier, tu n'existes pas. Mais Richard Whitmore, lui, pensait que j'existais bel et bien. Il pensait que j'étais quelqu'un. La question était, qui? Je suis retourné dans la salle de réception, comme dans un état second. L'orchestre de jazz avait commencé à jouer, et les couples se balançaient sur la piste de danse, Brandon et Victoria étaient au centre, leurs fronts se touchant, l'image même du bonheur des jeunes mariés. Gérald et Donna étaient assis à la table familiale, riant avec les invités, jouant leur rôle de parents dévoués. J'ai repris mon plateau pour recommencer mon service, mais mes mains ne s'arrêtaient pas de trembler. Gérald avait raison, sans document, sans preuve d'identité, je n'étais personne. Si j'essayais de partir, je serais ramassé par la police en quelques jours, une vagabonde sans nom, sans passé, sans personne pour la réclamer. C'était ma vie. Ça l'avait toujours été. Ça le serait toujours. Je me suis glissé vers le bord de la salle de bal, vers la sortie. Peut-être que je pourrais simplement m'éclipser, disparaître dans la nuit, marcher jusqu'à ce que mes jambes ne me portent plus, et laisser arriver ce qui devait arriver. Quelle différence cela ferait-il? Personne ne me manquerait. Personne ne remarquerait même ma disparition. Brianna. Je me suis retourné. Richard Whitmore se tenait derrière moi, son visage marqué par une expression que je ne reconnaissais pas. De l'inquiétude? De la douleur? Puis-je vous parler en privé, juste un instant? J'ai jeté un coup d'œil vers la table familiale. Donna nous observait, son sourire était figé. Je ne pense pas que je devrais. S'il vous plaît.
C'est important. Sa voix s'est brisée. Je cherche. Je cherche quelqu'un depuis très, très longtemps. Il a mis la main dans la poche de sa veste, puis en a sorti une photographie. Elle était vieille, passée, et ses bords étaient usés, comme si elle avait été manipulée d'innombrables fois au fil des ans. Une jeune femme tenant un nourrisson, des cheveux châtains foncés, des yeux verts, des yeux exactement comme les miens. Reconnaissez-vous quelqu'un sur cette photo? A demandé Richard doucement. Ma gorge s'est serrée. Je ne sais pas qui c'est. Mais quelque chose de profond en moi s'est agité. Quelque chose qui ressemblait à un souvenir. Richard m'a conduite sur la terrasse qui surplombait les jardins de l'hôtel. L'air de la nuit était frais. À l'intérieur, la réception continuait, les verres qui s'entrechoquaient, les éclats de rire, l'orchestre entamant un standard de Sinatra. Ici, il n'y avait que le lointain bourdonnement du trafic, et les battements furieux de mon propre cœur. Richard m'a de nouveau tendu la photo. Sous la lumière tamisée de la salle de bal, je pouvais la voir plus clairement maintenant. La femme était jeune, la vingtaine peut-être, avec un sourire fatigué mais radieux. Le bébé dans ses bras était enveloppé dans une couverture rose, les yeux clos, incroyablement petits. C'est ma sœur, Margaret, a dit Richard. Et ce bébé, c'est sa fille, Brianna Ashford Whitmore. Je l'ai regardé fixement. Je ne comprends pas. Il y a 23 ans, le bébé de Margaret a été enlevé à l'hôpital de Stanford, kidnappé à la nurserie en plein milieu de la nuit. Sa voix a tremblé. Ma sœur a passé 5 ans à la chercher. Elle a engagé des enquêteurs, travaillé avec le FBI, elle n'a jamais cessé de croire que sa fille était en vie. Il a dégluti difficilement. Elle est morte quand le bébé aurait eu 5 ans. Une crise cardiaque, mais les médecins ont dit que c'était le chagrin. Elle a simplement abandonné. Je suis vraiment désolé, ai-je murmuré. Mais je ne vois pas ce que cela a à voir avec moi. Richard s'est tourné pour me faire face complètement. Brianna, le prénom du bébé était Brianna. Elle avait les yeux verts, ce qui est rare dans notre famille, mais Margaret les avait aussi. Il a désigné mon visage. Ce nez, ce menton, la forme de votre bouche. C'est identique. J'ai fait un pas en arrière. Monsieur Whitmore, je pense que vous faites erreur. J'ai cherché pendant 23 ans. Des larmes ont coulé sur ses joues. Et quand je vous ai vu au dîner de répétition, j'ai su. J'ai su. Il a mis la main dans son autre poche, puis a sorti un petit récipient en plastique. S'il vous plaît, laissez-moi faire un prélèvement ADN. Si je me trompe, je ne vous dérangerai plus jamais. Mais si j'ai raison, il a repris ses esprits, si j'ai raison, alors les gens dans cette salle de bal ne sont pas votre famille. Ce sont les gens qui vous ont volé. Les mots sont restés suspendus dans l'air comme de la fumée, vous ont volé. Pendant 23 ans, on m'avait dit que je n'avais aucune valeur. Né pour servir. Chanceuse d'avoir un toit sur la tête. Et maintenant cet homme, cet étranger, me disait que j'avais peut-être été volé, que les gens qui m'avaient élevé étaient peut-être des criminels, et que j'avais peut-être une famille qui me voulait vraiment. C'était trop, c'était impossible. Je ne peux pas, ai-je dit, en reculant. Je ne peux pas faire ça. Brianna, je vous en prie. La voix de Richard était douce mais pressante. J'ai un laboratoire en attente. Certifié AABB, la référence pour les tests ADN. Résultat en 72 heures. Même si le test correspond. S'il correspond, vous êtes la fille de Margaret. Vous êtes ma nièce. Il a avalé sa salive. Et vous êtes l'héritière légale du trust qu'elle a créé avant de mourir. Je me suis arrêté. Quel trust? Margaret n'a jamais perdu l'espoir que sa fille soit retrouvée. Elle a créé un fonds fiduciaire à votre nom, au nom de Brianna Ashford Whitmore, qui devait être libéré si vous étiez un jour retrouvé. Il fructifie depuis 23 ans. Quel est son montant? Richard a croisé mon regard. 12 millions de dollars. La terrasse semblait tanguer sous mes pieds. Mais ce n'est pas une question d'argent, a-t-il ajouté rapidement. C'est une question de vérité. C'est une question de justice. Et c'est une question de donner la paix à ma sœur, de savoir enfin ce qui est arrivé à son enfant. À l'intérieur, l'orchestre est passé à une ballade lente.
Je voyais Donna à travers les portes vitrées, balayant la salle du regard, me cherchant sa propriété. J'ai pensé au sous-sol, aux règles, à la canne dans le garde-manger. 23 ans à m'entendre dire que je n'étais rien. Et puis, j'ai pensé à Margaret Whitmore mourant de chagrin, sans jamais savoir ce qui était arrivé à sa petite fille. J'ai croisé le regard de Richard. Que dois-je faire? Il a ouvert le kit ADN. Ouvrez simplement la bouche. Les 72 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma vie. J'ai repris ma routine, réveil à 5 heures, frottage, cuisine, ménage. Mais tout semblait différent désormais. Chaque fois que Gérald aboyait un ordre, je regardais son visage et je me demandais, m'as-tu acheté? Chaque fois que Donna critiquait mon travail, j'entendais la voix de Richard, les gens qui vous ont volé. Ils ont remarqué le changement. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? A exigé Donna le deuxième matin. J'avais laissé le café sur le feu trop longtemps, et il était devenu amer. Rien, Madame Patterson. Je suis juste fatigué. Tu es toujours fatigué. Elle a versé le café dans l'évier. Refais-en un, et cette fois, fais attention. J'ai refait du café. J'ai lavé la vaisselle. J'ai plié le linge. Mais dans ma poche, je gardais le morceau de papier que Richard m'avait donné, son numéro de téléphone personnel écrit à l'encre bleue. Brandon et Victoria étaient partis pour leur lune de miel à Bali. La maison semblait plus calme sans lui, mais pas moins oppressive. La troisième nuit, j'étais éveillé au sous-sol, fixant le plafond en béton, comptant les heures. Puis mon téléphone a vibré, le vieux Nokia, le seul appareil que je possédais, acheté avec de la monnaie d'épicerie économisée, il a brillé d'un message texte provenant d'un numéro inconnu, les résultats sont arrivés. Pouvez-vous me voir demain? 10h café sur Main Street. RW. Mon cœur s'est arrêté, puis est reparti de plus belle, s'emballant. J'ai répondu, je serai là. Le lendemain matin, j'ai dit à Donna que j'avais besoin d'acheter des produits d'entretien. Elle a à peine levé les yeux de son magazine. Reviens pour midi. J'ai des invités pour le déjeuner. Oui, Madame Patterson. J'ai franchi la porte, et j'ai continué à marcher vers la vérité, vers la réponse à chaque question que j'avais eu trop peur de poser. Le café était un petit endroit sur Main Street, briques apparentes, meubles dépareillés, et une odeur d'expresso frais. Richard était déjà là quand je suis arrivé, assis à une table dans un coin avec une enveloppe en papier craft devant lui. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi. Brianna. Il s'est levé à mon approche. Merci d'être venu. Que disent les résultats? Il n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, il a fait glisser l'enveloppe sur la table. Je l'ai ouverte avec des doigts tremblants. Le document à l'intérieur était couvert de chiffres et de termes techniques, locus str, calcul de probabilité. Mais une section était surlignée en jaune, indice de paternité combiné, 99,97% conclusion, l'individu testé, Brianna Patterson, est la fille biologique de Margaret Eleanor Whitmore, décédée. J'ai lu cela 3 fois, 4 fois. Les mots ne changeaient pas. Tu es ma nièce, a dit Richard doucement. Tu es la fille de Margaret. Tu es Brianna Ashford Whitmore. La pièce semblait vaciller. J'ai agrippé le bord de la table. C'est réel. C'est réel. J'ai déjà contacté le FBI. L'affaire non résolue de 2003 est rouverte. Il a tendu la main sur la table, et a posé la sienne sur la mienne. Gérald et Donna Patterson vont faire l'objet d'une enquête. S'ils t'ont acquise par des moyens illégaux, s'ils t'ont acheté à des trafiquants, ils seront poursuivis. Poursuivis? Le mot avait un goût étranger. Des accusations fédérales, trafic d'êtres humains, fraude documentaire, mise en danger d'enfants. La voix de Richard s'est durcie. Il risque entre 15 et 20 ans de prison. Je me suis adossé à ma chaise, le rapport ADN serré contre ma poitrine. 23 ans. 23 ans de sous-sol, de coups et de m'entendre dire que j'étais né pour servir. Et rien de tout cela n'était vrai. Je n'étais pas sans valeur. Je n'étais pas indésirable. J'avais une famille, une vraie famille, une mère qui m'avait aimé au point de mourir de chagrin en me perdant. Et maintenant, enfin, la vérité éclatait. Je veux faire une pause ici, un instant,
car c'est là que tout a changé. Pendant 23 ans, j'ai cru que je n'étais rien, que je ne méritais rien. Et en 72 heures, un test ADN a détruit ce mensonge complètement. Mais maintenant, j'avais un choix à faire, je pouvais partir tranquillement, recommencer ma vie ailleurs, et ne jamais regarder en arrière. Ou je pouvais laisser la vérité éclater, et laisser Gérald et Donna faire face à ce qu'ils avaient fait. Que feriez-vous? Dites-le-moi dans les commentaires, je veux savoir. Et si vous êtes toujours avec moi, cliquez sur s'abonner, car la confrontation finale arrive, et elle va tout changer. Une semaine plus tard, le piège était tendu. Richard avait invité la famille Patterson dans son domaine de Greenwich, un manoir de 12 chambres sur 2 hectares avec des grilles en pierre et une allée circulaire bordée de taupières. Le motif officiel était de discuter d'opportunités d'affaires pour Brandon. Gérald avait été aux anges quand l'invitation était arrivée. Ça y est, avait-il crié au dîner. Richard Whitmore veut m'intégrer dans son cercle restreint. Je savais que ce mariage finirait par payer. Donna avait passé 3 jours à choisir sa tenue, un tailleur pantalon Armani bleu pâle, des boucles d'oreilles en perles, et ses cheveux fraîchement méchés. Brandon et Victoria rentraient plus tôt de Bali spécifiquement pour la réunion. Personne ne se doutait de rien. J'avais reçu l'ordre de venir aussi, bien sûr. Pour aider à servir les rafraîchissements, avait dit Donna, comme si c'était une évidence. Je n'ai pas discuté. Quand nous nous sommes garés devant le domaine Whitmore, Gérald a lâché un sifflet admiratif. Ça doit bien valoir 30 millions, facile. Plus encore, avait murmuré Donna, les yeux brillants. On nous a conduits dans le salon principal, une pièce immense avec 6 mètres de plafond, des peintures à l'huile dans des cadres dorés, et des meubles qui semblaient appartenir à un musée. Richard nous a accueillis chaleureusement, serrant la main de Gérald et embrassant la joue de Donna. S'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Brandon et Victoria devraient être là d'un moment à l'autre. Je restais en retrait près de la porte, en observant. Gérald, lui, ne remarqua pas les autres personnes présentes dans la maison, l'homme en costume gris qui attendait dans la pièce adjacente, ou la femme avec le dossier en carton sur les genoux. Mais moi, si. Richard a croisé mon regard, et m'a adressé un signe de tête presque imperceptible. Les agents du FBI étaient en position. L'épreuve était prête. Gérald et Donna Patterson venaient de marcher droit vers le règlement de compte qu'ils avaient évité pendant 23 ans. Une gouvernante a apporté un service à thé, de la porcelaine fine valant plus cher que la voiture de la famille Patterson. Donna a accepté sa tasse avec une grâce exagérée, croisant les jambes à la cheville comme elle l'avait vu dans de vieux films. C'est une maison magnifique, Richard, a-t-elle dit. Tout simplement splendide. Merci. Richard s'est installé dans son fauteuil, son expression était plaisante, mais indéchiffrable. Je voulais discuter de quelque chose avec vous, avant que Brandon n'arrive. Quelque chose à propos de Brianna. La tasse de Gérald a vibré sur sa soucoupe. Brianna? Oui. Richard a fait un geste vers l'endroit où je me tenais, près de la porte. Elle fait partie de votre famille depuis pas mal de temps, n'est-ce pas? Depuis qu'elle est bébé, a dit Donna rapidement. Nous l'avons adoptée quand elle n'avait que quelques mois. Nous lui avons tout donné, un foyer, de la nourriture, une éducation. Nous avons été très bons pour elle. Adoptée? Richard a hoché la tête lentement. C'est intéressant, parce que j'ai demandé à mes avocats de vérifier les registres du comté. Il n'y a aucun papier d'adoption au nom de Brianna Patterson. Silence. Gérald a posé sa tasse de thé. Les registres doivent être incomplets. Vous savez comment sont les agences gouvernementales. Des choses se perdent. J'ai aussi vérifié auprès de l'État du Connecticut, a poursuivi Richard, la voix toujours calme. Aucun certificat de naissance, aucun numéro de sécurité sociale délivré à la naissance, aucun dossier hospitalier, nulle part dans la région des 3 États. Le sourire étudié de Donna commençait à se fissurer. Qu'est-ce que vous insinuez exactement, Richard? J'insinue que Brianna n'a aucune identité légale, aucun document d'aucune sorte. Il s'est penché en avant. Ce qui soulève une question très intéressante, d'où vient-elle? Gérald s'est levé brusquement. Je ne sais pas à quel genre de jeu vous jouez, mais je n'apprécie pas l'accusation. Richard n'a pas bronché. Ce n'est pas une accusation, Gérald. Pas encore.
Il a ouvert le porte-documents en cuir sur la table à côté de lui. Mais je pense que vous devriez voir ce qu'il y a dans ce dossier. Richard a sorti 2 documents du porte-documents, puis les a posés sur la table basse. Le premier était le rapport ADN, celui que j'avais déjà vu, avec sa conclusion surlignée et sa certitude de 99,97%. Le second était plus ancien, la photocopie d'un rapport du FBI avec un numéro de dossier en haut, et le mot confidentiel tamponné en rouge. Ceci, a dit Richard, en désignant le rapport ADN, confirme que Brianna est une correspondance génétique à 99,97% avec ma défunte sœur, Margaret Whitmore. Brianna est sa fille biologique. Le visage de Gérald est passé du rouge au blanc livide. Et ceci, Richard a tapoté le document du FBI, c'est le dossier de l'affaire non résolue de mars 2003. Ma nièce, Brianna Ashford Whitmore, a été enlevée à l'hôpital de Stanford quand elle avait 6 mois. Elle n'a jamais été retrouvée. Il a levé les yeux vers Gérald. Jusqu'à maintenant. La tasse de Donna a glissé de ses doigts, pour s'écraser sur le tapis perçant. C'est insensé. A bafouillé Gérald. Nous n'aurions jamais. Alors expliquez les documents. La voix de Richard s'est durcie. Expliquez pourquoi elle n'a pas d'acte de naissance, pas de papier d'adoption, aucune preuve qu'elle a jamais été légalement votre enfant. Il y a eu un incendie. A crié Donna, la voix aiguë. Les dossiers ont été perdus. Il n'y a eu aucun incendie, l'a coupé Richard. J'ai vérifié chaque hôpital dans un rayon de 500 km. Pas d'incendie, pas de dossier perdu, aucune Brianna née d'une famille nommée Patterson. La porte de la pièce adjacente s'est ouverte. Un homme en costume gris est apparu, suivi d'une femme tenant un badge. Gérald Patterson. Donna Patterson. La voix de l'homme était monocorde, officielle. Je suis l'agent spécial Morrison, du FBI. Nous avons quelques questions à vous poser au sujet de l'acquisition de votre fille. Gérald a trébuché en arrière, le visage cendré. Donna s'est mise à pleurer, et moi, je restais là à regarder les murs se refermer enfin sur les gens qui s'étaient fait appeler mes parents. Ce qui s'est passé ensuite est allé très vite. L'agent spécial Morrison a produit un mandat. Son partenaire, l'agent Smith, j'apprendrai plus tard qu'elle s'était récemment mariée, a commencé à lire les droits Miranda. Gérald Patterson, Donna Patterson, vous êtes en état d'arrestation, pour soupçon de trafic d'êtres humains, fraude documentaire et mise en danger d'enfants. Vous avez le droit de rester silencieux. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Gérald a essayé de s'enfuir. Il a fait 3 pas avant que l'agent Morrison ne lui saisisse le bras, et ne le plaque contre le mur. L'homme qui m'avait terrorisé pendant 23 ans, qui m'avait privé de nourriture, m'avait battu, et m'avait dit que je n'étais rien, a gémi comme un enfant lorsque les menottes se sont refermées sur ses poignets. Donna s'est effondrée sur le canapé, le mascara coulant sur ses joues. Brianna. A-t-elle hurlé. Brianna, s'il te plaît, dis-leur que c'est une erreur. Nous sommes ta famille. Nous t'avons élevée. Je l'ai regardée, cette femme qui m'avait giflé pour avoir posé des questions, qui m'avait enfermé au sous-sol, qui m'avait dit que j'étais né pour servir. Vous m'avez élevé comme une servante, ai-je dit. Ma voix était calme, posée. Vous ne m'avez jamais traité comme un membre de la famille. Pas une seule fois. Nous t'avons tout donné. Vous m'avez donné un matelas sur un sol en béton. J'ai fait un pas vers elle. Vous avez volé mon identité. Vous avez volé mon enfance. Vous m'avez volé ma mère. Le visage de Donna s'est décomposé. Nous ne savions pas, nous pensions que. La voix de Gérald a retenti, soudainement vicieuse, même menottée. Tu savais exactement ce que nous faisions, Donna. Ne prétends pas le contraire. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte. Brandon et Victoria sont entrés, revenant tout juste de Bali, bronzés et souriants, jusqu'à ce qu'ils ne voient les agents du FBI et leurs parents menottés. Le sourire de Victoria a disparu. Qu'est-ce qui se passe ici, bon sang? Les accusations fédérales sont tombées dans le mois. Gérald et Donna Patterson ont été inculpés de 3 chefs d'accusation chacun, trafic d'êtres humains selon l'article 18 USC 1589, fraude documentaire, et mise en danger d'enfants. L'enquête a révélé qu'ils m'avaient acheté à un réseau d'adoption clandestin en 2003, pour $15 000 en liquide, intraçable.
Le réseau avait été démantelé des années plus tôt, mais le FBI en avait gardé les registres. Mon nom figurait dans un livre de compte, inscrit entre un prix d'achat et une date de livraison, comme si j'étais une simple marchandise. Le procès a duré 4 mois. J'ai témoigné 2 fois. Gérald a clamé son innocence jusqu'à la fin, prétendant qu'on lui avait dit que j'étais orpheline, et qu'il m'avait simplement offert une vie meilleure. Le jury ne l'a pas cru. Donna s'est retournée contre lui pendant son témoignage, affirmant qu'elle avait été forcée, que Gérald l'avait menacée, et qu'elle avait toujours voulu mieux me traiter, mais qu'elle ne le pouvait pas. Le jury ne l'a pas cru non plus. Sentence finale, Gérald a été condamné à 18 ans de prison fédérale. Donna en a reçu 12. Leurs actifs ont été gelés en attendant les procédures civiles. La maison dans le comté de Fairfield, celle avec le réfrigérateur Sub-Zero et le marbre Kalakata, a été saisie pour couvrir les frais de justice et les éventuels dommages et intérêts. Le monde de Brandon s'est effondré lui aussi. Richard Whitmore a retiré tout soutien financier dès le jour de l'arrestation. Les 200 000 $ dépensés pour le mariage? Ils étaient désormais la dette de Brandon. Son emploi chez Whitmore Property? Résilié immédiatement. Victoria a demandé le divorce 3 semaines plus tard. Je ne peux pas faire ça, l'ai-je entendu dire à Brandon au téléphone. Tes parents ont acheté un être humain. Ils ont trafiqué un enfant. Je ne peux pas être associé à cela. L'homme qui avait grandi comme un prince se retrouvait soudain seul, au chômage, écroulant sous les dettes. Et moi? Pour la première fois de ma vie, j'étais libre. Brandon m'a appelé 6 mois après la condamnation. J'ai failli ne pas répondre. Le nom sur l'écran, Brandon Patterson, déclenchait encore une sensation de froid dans ma poitrine, même maintenant. Mais la curiosité l'a emporté. Allô? Brianna, c'est moi. Sa voix était faible, mais connaissable. Ce n'était plus le fils prodigue et confiant que j'avais servi toute ma vie. C'était quelqu'un de vidé. J'ai besoin de te parler. À quel sujet? Je suis dans les ennuis. Il a ri amèrement. C'est un euphémisme. L'appartement est parti. La voiture aussi. L'avocat de Victoria réclame des dommages et intérêts à cause de la détresse émotionnelle d'avoir été associé à ma famille. Je ne peux trouver de travail nulle part. Tout le monde a vu les informations. J'ai attendu. Je me demandais si. Peut-être tu pourrais m'aider? Juste un prêt. Juste le temps que je me remette sur pied. On y était. 23 ans à être traité comme un meuble, et maintenant il avait besoin de moi. Brandon, ai-je dit lentement. Pendant toutes les années où nous avons vécu dans la même maison, m'as-tu jamais aidé? Silence. As-tu déjà pris ma défense quand Gérald me frappait? T'es-tu déjà demandé pourquoi je dormais au sous-sol? M'as-tu traité, ne serait-ce qu'une seule fois, comme ta sœur? Je ne savais pas. Tu savais. Ma voix est restée neutre. Tu t'en fichais, tout simplement. J'étais pratique. Je te rendais la vie plus facile. Et maintenant que je n'ai plus à te servir, tu n'as aucune idée de comment survivre. Brianna, je t'en prie. Je ne vais pas t'aider, Brandon. Pas parce que je te hais, mais parce que tu as besoin d'apprendre quelque chose que tu n'as jamais appris en grandissant. J'ai marqué une pause. Les actes ont des conséquences. Le silence aussi. J'ai raccroché. Ma main tremblait, mais mon cœur était ferme. Pour la première fois de ma vie, j'avais posé une limite, et j'avais l'intention de la respecter. L'héritage a été débloqué 3 mois après la fin du procès. Les avocats de Richard avaient travaillé sans relâche pour vérifier mon identité, et activer le trust que Margaret avait créé en 2003. Le processus a nécessité des ordonnances judiciaires, des confirmations du FBI, et des piles de documents, mais finalement, le document final est arrivé. Bénéficiaire, trust de Brianna Ashford Whitmore. Valeur, 12 847 329,16 €. Statut, actif. J'ai lu le chiffre 7 fois avant que cela ne me paraisse réel. Richard m'a conduite lui-même à la banque le jour où les fonds ont été libérés. Nous étions assis dans un bureau privé, au dernier étage, entouré de meubles en acajou et de peinture à l'huile, pendant qu'un banquier nous expliquait les options d'investissement et les implications fiscales. 12 millions de $.
Plus d'argent que les Patterson n'enverraient en 10 vies. Mais ce n'est pas l'argent qui m'a changé, c'était le nom. Brianna Ashford Whitmore. Mon vrai nom. Le nom que ma mère m'avait donné avant que je ne sois volé. Richard m'a aidé à m'installer dans une suite d'invités au domaine de Greenwich. J'avais ma propre chambre, avec des fenêtres donnant sur une roseraie, un lit king size avec des draps en coton égyptien, et une salle de bain plus grande que mon ancien sous-sol. La première nuit, je n'ai pas pu dormir. J'ai simplement marché dans la pièce en touchant les murs, en faisant glisser mes doigts sur les rideaux, en me répétant que c'était bien réel. Richard m'a inscrite à un programme de préparation à l'université. Mon manque d'éducation formelle n'avait pas d'importance, il y avait des ressources, des tuteurs, et des gens spécialisés pour aider les survivants du trafic d'êtres humains à reconstruire leur vie. 1 an plus tard, j'ai reçu ma lettre d'acceptation, l'université de Yale, avec une bourse d'études complète via un programme pour les survivants. J'ai tenu la lettre dans mes mains et j'ai pleuré pendant 1 heure. C'est alors que j'ai trouvé autre chose dans les archives du domaine, une note écrite à la main par ma mère, Margaret, datée de 2003, l'année de mon enlèvement. J'ai rendu visite à Gérald et Donna une seule fois. C'était 8 mois après leur condamnation. Je ne leur devais rien, et Richard comme mon thérapeute m'avait conseillé de ne pas y aller, mais j'avais besoin de boucler la boucle. J'avais besoin de les regarder dans les yeux, et de leur dire ce que je portais en moi depuis 23 ans. Le centre correctionnel fédéral se trouvait dans le nord de la Pennsylvanie, du béton gris, des barbelés, et des lumières fluorescentes qui donnaient un teint de malade à tout le monde. Gérald a été introduit le premier, portant une combinaison orange qui flottait sur son corps amaigri. Il avait perdu du poids. Sa montre TAGE n'était plus là, son poignet était nu. Donna est venue ensuite. Plus d'Oscar de la Renta, plus de perles, juste des vêtements de prison, et un visage qui avait vieilli de 10 ans en 8 mois. Ils se sont assis en face de moi, à une table en métal. « Tu es venu » a chuchoté Donna. Ses yeux se sont remplis de larmes. « J'ai prié pour que tu viennes. Je ne suis pas ici pour une réconciliation, ai-je dit. Je suis ici parce que j'ai quelque chose à dire. » Gérald m'a fusillé du regard. Même aujourd'hui, brisé et emprisonné, ce mépris familier brillait encore dans ses yeux. Alors dis-le. J'ai croisé son regard. Pendant 23 ans, vous m'avez fait croire que je n'avais aucune valeur, que j'étais né pour servir, et que je devais être reconnaissante pour des restes. Ma voix est restée ferme. Mais vous aviez tort. Je n'étais pas né pour servir. J'ai été volé, et vous le saviez. Donna a éclaté en sanglots. Nous pensions que nous te sauvions. Vous pensiez que vous obteniez de la main-d'œuvre gratuite, ai-je coupé. Je ne suis pas ici pour vos excuses. Je suis ici pour vous dire que j'en ai fini. Je ne porte plus votre honte. Je ne porte plus votre cruauté. Je me suis levé. Je n'oublierai jamais ce que vous m'avez fait. Mais je ne laisserai pas non plus cela me définir. Je suis sorti sans un regard en arrière, et je ne les ai plus jamais revus. Je vous écris ceci depuis ma chambre d'étudiante, à Yale. C'est petit, beaucoup plus petit que la suite dans le domaine de Richard, mais c'est à moi. Mon nom est sur la porte. Mes livres sont sur les étagères. Ma lettre d'acceptation est encadrée au-dessus de mon bureau. Certains matins, je me réveille encore à 5 heures par habitude. Mais maintenant, au lieu de récurer les sols, je me fais couler un café et je lis mes manuels de psychologie. J'étudie pour devenir thérapeute, plus précisément pour travailler avec les survivants du trafic d'êtres humains et des abus familiaux. Je veux aider les gens comme moi à sortir de l'obscurité. Sur ma table de chevet, à côté de mon réveil, je garde 2 choses. La première, c'est mon nouvel acte de naissance, Brianna Ashford Whitmore, née le 3 mars 2003 à l'hôpital de Stanford, au Connecticut. Mère, Margaret Eleanor Whitmore. La seconde, c'est la lettre que Richard a trouvée dans les archives de Margaret. Celle qu'elle m'avait écrite la semaine de mon enlèvement, avant qu'elle ne sache que j'avais été volé. Ma chérie Brianna, si tu lis ceci un jour, je veux que tu saches que tu as été le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Dès l'instant où tu es né, j'ai su que tu étais destiné à de grandes choses. Peu importe ce qui arrive, peu importe où la vie te mène, souviens-toi, tu es aimé. Tu es voulu. Tu es suffisante. Je la lis chaque matin. Pendant 23 ans, j'ai cru que je n'étais rien, que j'étais né pour servir, et que je ne méritais pas une place à la table.
Maintenant, je connais la vérité, je suis né pour être aimé, et je passe le reste de ma vie à m'assurer que les autres sachent qu'ils le sont aussi. Merci d'être resté avec Brianna jusqu'au bout. De nombreux détails dans l'histoire de Brianna ont été romancés pour transmettre des messages profonds et des leçons de vie. Cependant, la vie est pleine de rebondissements inattendus, et des situations comme celle-ci arrivent plus souvent qu'on ne veut le croire. Chaque année, des milliers de cas d'enfants disparus restent non résolus. Chaque jour, quelqu'un quelque part est traité moins bien qu'un humain par les personnes qui devraient l'aimer le plus. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il mérite mieux, partagez ceci avec lui. D'autres histoires sur la force, la vérité et la reconquête de soi vous attendent dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé.